Bienvenue dans Une semaine dans le monde, l'actualité des 7 derniers jours vue par nos éditorialistes. Avec moi ce soir, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, Isabelle Lasserre, rédactrice en chef adjointe au service étranger du Figaro, Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, et puis Anne Bagamri, journaliste indépendante basée à Paris, ancienne rédactrice en chef adjointe au New York Times. Bonsoir à tous les quatre, merci beaucoup d'être sur ce plateau ce soir. On va, pour commencer, revenir sur la situation en Algérie. L'Algérie où la contestation monte depuis 15 jours, depuis l'annonce d'une nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle du 18 avril prochain. Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, demain, qui est extrêmement affaibli depuis un AVC en 2013. Cette semaine, à tour de rôle, les avocats, les étudiants et les journalistes sont descendus dans la rue. Ce vendredi, il y a eu de nouvelles manifestations à Alger, notamment, mais aussi dans d'autres villes. Des milliers de personnes se sont rassemblées. Il y a eu des heurts en fin de journée. On l'a vu précédemment sur les images. Il y aurait une dizaine de blessés. Pour l'instant, le pouvoir lui reste sourd. Il agite le spectre de la décennie noire de la guerre civile et du chaos syrien. On va écouter tout de suite le Premier ministre algérien. Il s'exprimait hier devant le Parlement. Je ne parle pas pour faire peur au peuple. Je ne parle pas pour exploiter le passé. Mais rappelons-nous qu'en Syrie, ça a commencé aussi avec des roses. Et je dis... Alors nous sommes à 3 jours du dépôt officiel des candidatures pour cette présidentielle d'avril prochain. Le pouvoir, on l'a vu, qui ne lâche rien. Hier, des journalistes ont même été arrêtés. Ziad Limam, c'était prévisible cette attitude du pouvoir algérien face à cette contestation qui monte ? Oui, parce que je pense qu'il y a pour le moment... Quand on parle de pouvoir algérien, d'abord, il y a des centres de pouvoir qui ne sont pas forcément tous raccords en ce moment sur la politique à adopter. Donc on sent bien une attitude un petit peu, à la fois on envoie des messages un peu de fermeté, en même temps on sent aussi que dans la rue, il n'y a pas de répression massive du mouvement. Donc on est dans une espèce d'entre-deux. Parce qu'au fond, on ne sait pas trop comment répondre à ce mouvement qui est apparu de manière très spontanée. Je pense qu'il était sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et puis, je pense qu'il n'y avait pas cette perception que la foule pouvait descendre. Il y avait cette idée que l'Algérie était immunisée depuis les printemps arabes, depuis le contre-exemple libyen, depuis l'instabilité en Tunisie, depuis tout ça, que l'Algérie était comme à part de tout ça, qu'elle avait été aussi vaccinée par les violences qu'elle avait vécues, que ce soit dans la guerre civile et bien plus en avant dans la guerre de l'indépendance. Donc, il y avait ce côté, ça ne peut pas arriver. Je pense qu'il y a une usure profonde du système et que la goutte d'eau, en fait, l'aspect symbolique, c'était cette candidature. Le système est usé, les gens ont besoin d'autre chose, ils ont besoin de renouvellement, de changement générationnel. C'est très important dans un pays où, je sais pas, plus de la moitié de la population a moins de 22, 23 ans. Donc c'est quand même un pays qui, même la décennie noire, est quelque chose d'historique pour la plupart de ces jeunes. C'est quelque chose de lointain. Donc ils ont besoin de changement. Et ce changement, qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit il y a un 5e mandat du président Bouteflika parce que l'élite... Qui est extrêmement affaiblie, 82 ans, oui, demain, je le disais, la maladie, soignée en ce moment en Suisse. Parce que l'élite est incapable de vous proposer une solution de quelque chose de demain. Et ça, je pense que c'est pas du tout... Je pense que c'est humiliant, que ça pouvait pas être accepté et que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont dans la rue, mais c'est pas quelque chose, on sent pas quelque chose de révolutionnaire, on sent une demande très précise. Faites changer le système. C'est pas on va tout casser, on va tout brûler, Non, il y a quelque chose il y a un message qui est presque positif. Ces images sont toujours très impressionnantes de gens au balcon, les drapeaux. Il y a quelque chose de presque festif dans ce réveil qui n'était pas du tout prévisible. Isabelle Lasserre, ça a donc été vécu, Ziad Limam le disait, comme une humiliation par certains, cette nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Ça a fait sauter un verrou en Algérie, l'annonce de cette candidature, le fait que finalement on croyait une partie de la population endormie et finalement ils sont ressortis dans la rue.
Je crois que Ziad l'a bien dit, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Les Algériens se sentent humiliés, ils peuvent plus supporter. Il faut voir les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a une espèce de zombie dans un paysage totalement apocalyptique, entouré par des brosseurs de chaussures. Les Algériens, vraiment, cette nouvelle génération, parce qu'il y a ça aussi, c'est le shift des générations, c'est-à-dire que ces jeunes, leurs parents sont un tout petit peu plus réservés, en tout cas pour l'instant, parce qu'ils ont souvenir de la répression sanglante des années 90, hein, à l'époque, contre l'islamisme. Et ces jeunes n'ont pas forcément vécu cette répression, et le souvenir est beaucoup plus... Plus de la moitié de la population est âgée de moins de 30 ans. Beaucoup plus atténuée. Aujourd'hui. Donc effectivement, pour ces jeunes, le verrou n'est pas le même. Le verrou a complètement sauté. Après, il faut voir. Je crois que il faut voir. Je crois que on va être dans un entre-deux sans doute jusqu'à dimanche, hein, pour savoir exactement comment va répondre. Comment va réagir le pouvoir, et est-ce qu'il va maintenir probablement d'ailleurs la candidature de Bouteflika? Est-ce qu'il va la sortir d'un espèce de ticket pour épauler Bouteflika? C'est une des possibilités. Donc jusque là. Pour l'instant, en plus, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que les manifestations algériennes sont pour l'instant plus bon enfant que les gilets jaunes français. Hein. Oui, on a juste eu quelques heures là, en fin de journée, des dizaines de blessés, quelques gaz lacrymogènes, mais pour l'instant, la situation paraît assez calme. Anne Bagamri, est-ce que cette situation est tenable pour le pouvoir? Est-ce que c'est tenable? Disons que... Est-ce que le pouvoir veut laisser pourrir cette situation Très franchement, le fait, et mes partenaires du plateau l'ont souligné, le fait que ces manifestations ont été déjà plutôt raisonnables, plutôt paisibles, ça rassure, ça donne espoir qu'il y aura une solution qui ne veut pas forcément dire la répression ni l'avancée du candidat qui manifestement ne plaît pas à la foule. Il y a plusieurs voies possibles, je suppose. Est-ce que c'est tenable? J'ai lu des commentaires assez précis sur la question. Il y a une possibilité que le pouvoir tolère une protestation d'une certaine durée et qui rassemble des renseignements afin de pouvoir calmer le jeu et puis avancer sur la voie déjà choisie. Je suppose que c'est une possibilité. Quelles sont les alternatives aujourd'hui à Abdelaziz Bouteflika? C'est la grande question. C'est-à-dire qu'il faudrait... Il y a quelque chose d'assez fascinant dans le parcours de Bouteflika. Il est l'Algérie, ce monsieur. Il était dans l'ALN, il avait 19 ans. Il est devenu ministre de la Jeunesse et des Sports, il en avait 21. Il était ministre des Affaires étrangères, il en avait 25. Il a monté le coup avec Boumedienne contre Ben Bella. Il a été le ministre des Affaires étrangères, Nord-Sud, émergence, etc. Un bref exil, puis le voilà président pratiquement pour 2 décennies. Donc il est l'Algérie indépendante, plus que Benjedid, plus que Boumedienne, plus que tous les autres. Et donc d'un seul coup, on est dans cette espèce de fin d'époque, dans cette espèce de fin du statu quo. Et il y a un vide parce que le système ne fonctionne que par cette espèce... Quand il a un personnage qui fait les arbitrages, et si ce personnage, pour des raisons X, s'affaiblit ou doit partir, d'un seul coup, le système est perturbé. Et comme vous disiez tous, il y a aussi un aspect générationnel. Il y a toute une population jeune qui est en train de monter et qui, malgré tout... C'est aussi, même si l'Algérie est un peu à part, c'est aussi les enfants du printemps arabe. Même si la Syrie, c'est le contre-exemple, même si la Tunisie, c'est compliqué, les idées, même si l'Égypte a été reprise en main, les idées qui ont fait le printemps arabe, elles circulent. Et ils sont plus tournés peut-être vers l'avenir que dans le souvenir, justement. Et puis il y a autre chose qui est très important, c'est la dépression économique, c'est-à-dire tant que le régime a pu, avec un baril à $100, $120, a pu financer largement, socialement le pays, etc., on avait une espèce de deal, on acceptait quelque chose. Mais là, cette Algérie de 40 millions d'habitants qui est appauvrie, qui est affaiblie, il n'y a pas de visa, on ne peut pas sortir, il n'y a pas de boulot. Il y a ces espèces de caciques qui sont là et qui tiennent tout ça. Il y a une espèce de « j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire quelque chose ». Et il n'y a pas de réponse. Mais la jeunesse des gens sur les images est toujours très impressionnante. Et quid de l'opposition dans le pays aujourd'hui ?
Isabelle Lasserre, l'opposition qui a rallié ces manifestations, mais ces manifestations, elles n'ont pas vraiment de leader. Elles sont nées, on en parlait sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est très spontané. L'opposition, elle est dans la rue aujourd'hui. C'est l'opposition des réseaux sociaux. C'est le phénomène gilet jaune, évidemment, toute ressemblance, voilà. Par ailleurs, n'étant pas forcément valable. Mais elle est dans la rue aujourd'hui, l'opposition. Et puis cette situation, elle est... Il y a deux scénarios. Il y a soit un scénario du durcissement parce que les délais sont très courts. Dépôt des candidatures dimanche, on verra si la candidature d'Abdelaziz Bouteflika est confirmée. Puis après, ça va aller très vite puisque c'est avril. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont être tentés de fermer la boutique pour tenir jusqu'aux élections ou est-ce qu'ils vont donner des gages ? Mais s'ils donnent des gages, cette foule, elle ne veut pas des demi-gages. Elle a dit pas de 5e mandat. Donc, on voit très bien qu'il y a quand même une montée des enjeux qui est réelle. Et la situation est suivie de très près, bien sûr, par la France. Ah oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, ça devrait être suivi de près par n'importe quel pays dont le pouvoir politique, ce pays minuscule, ne veut pas renouveler ses forces, ses rangs de leaders. Et ça existe en Angleterre, ça existe aux États-Unis. Ça existe en Allemagne, ça existe un peu partout. Et voici le résultat. En effet, la solution, il y a plusieurs solutions possibles, y compris le durcissement, y compris le fait de calmer le jeu pour le moment. Mais la vraie solution, ça aurait dû avoir lieu il y a des années, trouver de nouveaux candidats, apporter du nouveau sang, si vous voulez, dans la partie. Laure Simoes, ça a inspiré les dessinateurs de presse, cette mobilisation en Algérie, mobilisation inédite ? Oui, bien sûr, à commencer par les dessinateurs de presse algériens. On va commencer avec ce premier dessin du dessinateur Loïc, donc pour El Watan. En tête donc de toutes ces contestations, on l'a vu, la jeunesse qui a bloqué les facultés en masse, protestation dans toutes les universités algériennes, fac off. Vous comprendrez évidemment le jeu de mots. Et puis, on voit et on devine ici la forme de l'Algérie. Un autre dessin d'un dessinateur marocain, Khalid Guédar, où là, on voit que tel un King Kong qui soutient le moribond Bouteflika, l'armée s'accroche quand même encore au pouvoir. On voit le fameux mémorial du martyr d'Alger et puis ce militaire menaçant. Et vous voyez que Bouteflika pend à sa pochette et n'a que faire de cette horde de manifestants qui a en bas. L'Andalou a carrément ici osé grimer Bouteflika en Toutankhamon à chaise à roulettes. Alors c'est vraiment l'image du pouvoir momifié dont on parlait tout à l'heure. Lasserre, dessinateur français, Algérie, Bouteflika paré pour un 5e mandat. Eh bien, on a fait refaire son fauteuil à neuf. C'est peut-être ça la seule chose qui a changé. C'est vrai que quand on voit cette 5e candidature d'un Bouteflika dans un état pareil, il y a quelque chose de l'ordre de l'imposture. Et on comprend que les Algériens soient dans la rue. C'est pas possible. C'est ça qui est dit. Et ils ont raison de le dire. Un autre dessin de Gros, dessinateur français pour Marianne, qui est marrant. Les Algériens n'ont pas entendu leur président depuis 4 ans. C'est vrai. Donc ça fait une moyenne, parce que par rapport à la France, quand on voit que Macron peut parler 14 heures au salon de l'agriculture, eh bien ça fait une moyenne, dit ce petit Français en train de boire son café au comptoir le matin. Et puis pour terminer, on en parlait, l'opposition. Encore un dessin de l'Andalou. C'est quoi le programme ? C'est une bonne question. Qui sommes-nous ? Les Algériens, là, tout le monde répond d'une seule voix. Nous ne voulons plus de Bouteflika, l'unité, elle est totale. Puis, quand on commence, et qu'est-ce que nous voulons ? Eh bien là, certains disent la laïcité, les autres, un État islamique. Et donc là, on voit que l'opposition s'effrite un petit peu jusqu'à ce que, évidemment, comme d'hab, ça finisse en pugilat. Donc c'est vraiment la vraie question qui va sans doute se poser. Mais en tout cas, ça met un peu du baume au cœur de voir notamment cette jeunesse dans la rue vouloir reprendre leur destin en main. En tout cas, on va continuer à suivre de très près la situation, bien sûr, notamment ce week-end. On va passer à présent à la situation
au Sénégal. Le Sénégal, les résultats des élections. Macky Sall a remporté son pari puisque le président qui briguait un deuxième mandat s'est imposé dès le premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. Selon en tout cas les résultats officiels provisoires annoncés hier, il obtient plus de 58% des voix, loin devant ses 4 adversaires qui d'ailleurs rejettent ces chiffres. Écoutez le président de la Commission nationale de recensement des votes. Je m'en vais maintenant procéder à la proclamation provisoire des résultats. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. Ziad Limam, l'opposition sénégalaise, elle conteste ces chiffres et en même temps, elle dit qu'elle ne va pas introduire de recours. Comment expliquer cette attitude de l'opposition qui a beaucoup dénoncé Macky Sall en disant qu'il avait voulu écarter ses opposants pendant la campagne? Elle n'a pas confiance en la justice? Non, je pense que c'est un argument... C'est un argument post-électoral. On peut reprocher à Macky Sall toutes sortes de choses avant, la loi sur les parrainages, etc. Peut-être, mais en réalité, ils étaient tous là, les candidats. Je pense que le Sénégal reste, malgré tout, une des démocraties les plus actives d'Afrique. Je le vois aussi par la campagne, qui n'est pas une campagne sur des thèmes ethniques, locales, personnalisés, etc. Ça a été vraiment une campagne électorale au sens plein du terme. Et puis, il y a un appareil indépendant qui a compté les voix. Donc, je veux bien qu'il y ait eu 1%, 2%, que dans tel bled ou dans tel bled, les uns et les autres se sont organisés. Mais bon, 58%, je pense que c'est très clair. Je pense que c'est un président qui avait quand même... Il ne faut pas oublier qu'il est à la tête d'une coalition. Donc il a organisé depuis sa prise du pouvoir une coalition très efficace dans laquelle il y a le Parti socialiste, il y a Moustapha Niasse, il y a plein de gens qui pèsent très lourd dans l'échiquier politique sénégalais. Il a un mandat sur lequel il y a des résultats, en particulier sur le plan de la croissance. Après, on peut discuter la question sociale. Oui, parce que en fait, mais bon, c'est un sujet qui touche toute cette Afrique-là. C'est-à-dire que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, tous ces pays qui ont des forts taux de croissance sont confrontés à la question sociale. C'est-à-dire, en fait, cette croissance, elle alimente d'abord la grande ville, la capitale, puis les grandes villes, et puis derrière, il y a toute cette ruralité africaine qui, l'emploi des jeunes, les petits salaires, tout ça, c'est devenu une question parce qu'il y a eu de la croissance. Donc, le Sénégal, dans son optique émergente 2035, ils ont affaire à une question sociale maintenant qui est une vraie question. C'est le deuxième mandat. Il a dit que son deuxième mandat serait un mandat plus axé sur les questions sociales. Donc, de toute façon, ils sont tous obligés d'y répondre parce que ce chômage endémique de la jeunesse, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Surtout si on ne trouve pas les moyens de dialoguer politiquement, s'il n'y a pas des canaux de dialogue politique qui restent... Un dernier point, après je laisse mes amis parler, c'est qu'il y a aussi un problème de représentation dans ces pays. Ces anciens partis qui ont fait l'histoire du parti unique, du multipartisme depuis un demi-siècle, ils sont tous un petit peu démonétisés, etc. Donc quand quelqu'un arrive avec une nouvelle plateforme, avec quelque chose de plus enthousiasmant au départ, en tous les cas, c'est clair que ça marche mieux. Et on va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Tout de suite, la deuxième partie d'une semaine dans le monde avec à mes côtés ce soir Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, Isabelle Lasserre, rédactrice en chef adjointe au service étranger du Figaro, Laure Simouès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace et Anne Bagamri, journaliste indépendante basée à Paris, ancienne rédactrice en chef adjointe au New York Times. On va continuer à parler des élections au Sénégal, des résultats provisoires en tout cas qui ont été publiés jeudi. Isabelle Lasserre, on a appris aussi que le taux de participation était de 66%. C'est beaucoup plus qu'en 2012. Cette élection également s'est bien passée. Il n'y a pas eu de violence malgré certains appels de l'opposition à boycotter le scrutin. C'est un signe de la vigueur démocratique dans ce pays. Oui, je crois que c'est un signe que le Sénégal est arrivé dans un état de maturité démocratique. Et d'ailleurs, la réaction de l'opposition qui est de dénoncer les résultats tout en refusant de déposer un recours, c'est-à-dire en fait en acceptant
ces résultats le prouvent à nouveau. Et je crois que l'histoire politique électorale, là, tout de suite, elle est... la messe, pour l'instant, est dite. Et je crois que dans les jours et les semaines qui viennent, le président va plutôt s'atteler à essayer d'apaiser les relations avec l'opposition et de relancer le programme de grands travaux qui a été lancé en 2014. Et un autre de ces chantiers, Anne Bagamri, c'est l'éducation également. On en parlait, car il y a énormément de jeunes dans ce pays, des jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Ça va être un des défis du président de ce nouveau mandat. Absolument, j'allais dire que si le président a prononcé déjà, il y a déjà l'occasion de faire de son deuxième mandat le mandat des questions sociales. C'est un bon début, ce serait un bon début, et c'est par ça qu'il va être jugé d'ici 5 ans ou 7 ans, qui sait. J'ai vu dans un reportage du Washington Post, il y avait un monsieur qui a 24 ans. Il fait des études et il dit pourquoi il ne soutient pas Macky Sall. Il dit Macky Sall est obsédé par l'infrastructure, il ne s'intéresse pas à l'emploi et surtout à l'emploi pour ma génération. Et il a dit, et je cite, « Je ne déteste pas Macky Sall, mais je ne peux pas l'aimer ». Donc voilà, c'est peut-être le mantra l'état d'esprit de l'opposition jeunesse de ce deuxième mandat. De la jeunesse sénégalaise. D'ailleurs, il y a eu une révélation dans cette campagne. C'était Ousmane Sonko, 44 ans, le candidat anti-système qui justement a été très soutenu par cette jeunesse sénégalaise. Laure Simouès, qu'est-ce que ça a donné en dessin cette semaine, cette élection au Sénégal ? Justement, 3 dessins qui disent plus ou moins ce qui vient d'être dit. Un premier dessin de Damien Glé, dessinateur du Burkina Faso. C'est une scène de rue à Dakar, c'est là où on l'imagine. Donc, d'un côté, Idrissa Seck et puis Macky Sall qui étaient les principaux... Idrissa Seck qui arrivait en deuxième position. Exactement, les principaux candidats, tous deux quand même issus du parti de l'ancien président Ouadé. Ils sont quand même perçus par la population, l'un comme l'autre, comme des libéraux hautains. Parce qu'il y en a un qui dit alors, le libéral hautain a été battu. Oui, c'est le libéral hautain qui a gagné, dit l'autre. Façon de dire que la victoire de l'un ou de l'autre n'aurait pas forcément changé grand-chose dans le quotidien de ces petites gens. On le disait que le deuxième mandat allait peut-être être le mandat social. C'est un petit peu ce que suggère ce dessin. Un autre dessin de Carlos, dessinateur ivoirien pour le Gbiche, le journal satirique ivoirien. Les accusations de fraude électorale, ça devient un petit peu rituel en Afrique. Il faut quand même toujours en passer un peu par là, mais le score semble effectivement assez clair. Macky vainqueur avec 57% des voix. On l'a dit, l'opposition conteste, mais alors, finalement c'est 58,27%. Voilà. Selon les résultats officiels. Le moment où le dessin a été fait, et puis c'était l'annonce dimanche soir du Premier ministre qui disait 57%. Et puis un dernier dessin, toujours de Damien Glé du Burkina Faso. C'est une autre scène de rue qui permet là aussi de prendre le pouls de la société, un dialogue entre un patron et son employé. Tu as vu, l'État va diminuer les impôts que je ne paie pas sur ton salaire. Et l'autre qui répond, salaire que vous payez en retard. Même si donc la croissance a fait un bond, comme on le disait, au Sénégal, l'économie du pays, elle reste quand même un petit peu bancale. Et puis la baisse de la fiscalité sur les salaires des travailleurs est un peu une forme de feinte pour l'instant. Et l'exploitation, elle est encore réelle. Donc voilà, voyons ce que ce deuxième mandat va arriver à faire pour réduire les inégalités, même si la démocratie sénégalaise n'est plus à beaucoup de défis pour Macky Sall. On va à présent s'intéresser à la situation entre l'Inde et le Pakistan. Cette semaine, il y a eu beaucoup de tensions entre ces deux pays, ces deux voisins d'Asie du Sud. On a vu leurs avions de chasse respectifs pénétrer sur le territoire adverse. C'était une première depuis des décennies. Ce qui a tout déclenché, ce sont des frappes dites préventives menées par l'Inde mardi contre un camp du groupe islamiste responsable de l'attentat du 14 février dernier au Cachemire. 40 paramilitaires indiens avaient été tués. En signe d'apaisement, aujourd'hui, Islamabad a libéré un pilote indien qui avait été capturé. On va écouter également le Premier ministre pakistanais Imran Khan. C'était mercredi. Il appelait déjà l'Inde au dialogue.
Pouvons-nous nous permettre la moindre erreur de calcul avec le type d'armes que vous avez et que nous avons ? Ne devrions-nous pas nous demander où cela nous mènera si la situation dégénère ? Nous sommes prêts pour tout dialogue sur le terrorisme ou toute autre question. Mais je voudrais vous redire ceci, que pour le moment, la raison doit prévaloir. Nous devons nous asseoir et régler nos problèmes par le dialogue. Isabelle Lasserre, des signes d'apaisement donc côté pakistanais, mais en même temps, ce problème du Cachemire, il reste entier aujourd'hui. Il reste entier depuis la séparation, depuis 70 ans. Il reste complètement entier. Et plus les années passent, plus la situation est sensible, parce que le problème, c'est la répétition des crises, surtout depuis une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, il y a la configuration n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il manque un élément jusque-là, c'était la puissance américaine, la diplomatie américaine qui venait et qui calmait, qui atténuait la crise, les tensions entre le Pakistan et l'Inde. Aujourd'hui, cette diplomatie américaine, elle est absente. Elle est absente parce qu'elle est en mauvaise forme, assez déroutée par son président, parce qu'elle est cette semaine complètement tournée vers le sommet Kim On va en parler justement dans à Hanoï, et parce que, grosso modo, elle se recentre surtout sur son précaré, c'est-à-dire l'Amérique latine, le Venezuela. Donc il n'y a plus ce facteur d'apaisement. On voit mal la Chine aujourd'hui prendre le relais des États-Unis, et ça c'est très inquiétant. Et alors, comme vous l'avez dit, c'est la première fois depuis 1971 que les deux avions ont franchi la ligne de contrôle au-dessus du Cachemire, et à chaque fois on risque de franchir en fait, les choses sont de plus en plus sensibles, parce qu'en plus de cette disparition de la puissance américaine, enfin de la diplomatie américaine, il y a autre chose, c'est que le Pakistan modernise constamment son arsenal nucléaire, y compris en inventant des armes tactiques nucléaires, donc qui est un moyen de se rapprocher de l'utilisation potentielle et hypothétique de l'arme nucléaire un jour. Et aujourd'hui, le principal risque, c'est un risque parce que l'arme nucléaire entre deux pays, elle peut limiter les risques de conflits majeurs. Par contre, elle accentue les risques de conflits mineurs, qui eux-mêmes accentuent les risques d'un incident. En fait, un incident. Imaginez que demain, il y ait un nouvel attentat terroriste, ou une mécompréhension. Qui peut déstabiliser la région. Oui, et puis tout peut partir très très vite. Donc c'est vraiment cette région du monde entre l'Inde et le Pakistan, ces deux puissances nucléaires, c'est vraiment probablement la région du monde où le danger de guerre nucléaire est le plus important. Même si aujourd'hui, heureusement, le Pakistan est en train de calmer les choses. D'ailleurs, d'habitude, c'est l'Inde qui calme le jeu, et là, c'est le Pakistan. Mais alors là, justement, parce que l'Inde, Anne Bagamri, est en pleine campagne. Narendra Modi, le Premier ministre, il est en pleine campagne pour sa réélection. Il y a des élections générales qui vont arriver dans quelques semaines. C'est pour ça qu'il montre les muscles face aux voisins pakistanais. Ce serait peut-être trop cynique de dire que, effectivement, le côté indien monte la tension pour des raisons politiques. Mais il y a peut-être de ça. Je ne suis pas du tout dans la tête de M. Modi, ni dans la tête de M. Khan. Je peux juger par l'exploit. Et très franchement, M. Khan, qui est beaucoup plus jeune, qui a de jeunes enfants, qui connaissent bien la force, par exemple, des réseaux sociaux pour monter la tension dans la région. C'est un nouvel ingrédient dans cette mésentente entre l'Inde et le Pakistan autour de Cachemire. Eh bien, quand on juge par les réactions des chefs d'État, on peut dire qu'effectivement le Pakistan comprend que le monde a changé, qu'il y a un danger exploitable maintenant qu'il ne l'avait pas dans les années passées, et que l'Inde est un peu peut-être figée dans les anciennes modalités, c'est-à-dire on tire le poing et on menace, et ça va résoudre le problème. Ce rapport de force a peut-être changé, et jugeant par les réactions des chefs d'État, le Pakistan comprend ça. Ziad Limam, vous partagez cette analyse? Non, moi je suis impressionné par la durée de ce conflit post-colonial. En fait, c'est quelque chose
qui est totalement inscrit dans les deux nations. Il y a eu le partage qui a été lui-même une tragédie complète avec des centaines de milliers de victimes. Et on est toujours en train de rejouer cette histoire sans pouvoir avancer, sans pouvoir passer à quelque chose, à une sorte de modernité pour le sous-continent indien qui permettrait un dialogue minimal pour avancer. Moi, je rappelle que dans cette histoire, il y a quand même eu un attentat qui a tué 40 paramilitaires indiens. Donc, malgré tout, il y a eu quelque chose d'extrêmement violent. Et Paris avait jugé légitime cette réponse donc, de l'Inde. Donc il y a quand même quelque part, je ne suis pas un spécialiste du Pakistan ni de l'Inde, mais il y a quand même, on sent bien aussi qu'il y a des intérêts qui jouent au Pakistan sur le Cachemire, sur le conflit en Afghanistan. Afghanistan, bien sûr. Voilà, donc il y a une espèce d'activisme que peut-être le Premier ministre Khan, de nouvelle génération, pourrait peut-être essayer de contrôler. Mais bon, ça existe quand même. Mais au fond du fond, c'est comme l'histoire entre les chiites et les sunnites. Je veux dire, on se demande quand est-ce qu'on sera capable de dépasser en partie ces problèmes. Le Pakistan, qui est peuplé de près de 200 millions d'habitants, je veux dire, ils ont un problème économique quand même. Ils doivent faire vivre les gens, ils doivent donner de l'emploi. On en parlait pour le Sénégal, le travail, etc. Donc, c'est pas en faisant des guerres de proximité permanentes que ces ressources sont dirigées vers de la productivité. Malgré tout, l'Inde, avec tous ses problèmes, avec toutes ces difficultés, c'est quand même un pays qui est, sur le plan économique, qui a fait d'immenses progrès, qui est presque émergent, qui a changé de dimension. Donc, on se dit carrément émergent, même. Oui. Bon, après, la pauvreté en Inde, ça reste quelque chose d'assez prévalent. Mais bon, voilà, on est là dans une fission nucléaire possible sur une histoire qui date de la nuit des temps. Et on se dit que deux grandes nations qui sont vouées à vivre l'une à côté de l'autre, sauf annihilation réciproque, devraient quand même trouver des débuts d'entente. Qu'est-ce que ça a donné, Laure Simouès, en dessin cette semaine, cette montée des tensions entre ces deux pays? Un premier dessin du dessinateur Steph qui nous vient de Thaïlande pour The Nation. Pendant qu'il était question justement de dénucléarisation au sommet de Hanoï, eh bien, les deux, comme on dit, les deux autres puissances nucléaires de la région et les tensions entre elles s'amplifiaient toute cette semaine. C'est ce que résume ce dessin. Alors ça, c'est intéressant. C'est un dessinateur de Paresh, c'est un dessin de Paresh, dessinateur indien pour le coup, pour Kalish Times. Il revient sur l'élément déclencheur de ce regain de tension. Donc on revient au 14 février dernier, dans le Cachemire indien, attentat suicide à la voiture piégée revendiqué par le groupe islamiste, 41 morts côté indien. Donc là, il plante le décor. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand même au premier plan comment l'extrémisme se nourrit de cette poudrière. Il faut bien le dire, le Cachemire est une véritable poudrière qui peut à n'importe quel moment exploser. Et c'est plus ou moins comme ça depuis l'indépendance en 1947. Un autre dessin très intéressant de Nicolas Vado, dessinateur belge, qui montre à quel point ce sont de véritables frères ennemis, et que ce baiser entre l'Inde et le Pakistan peut à tout moment se terminer en coup de poignard. Et puis pour terminer, un autre dessin d'un dessinateur norvégien, Roar Hagen, qui est magnifique et qui montre justement l'extrême fragilité, l'extrême sensibilité de la région, une région qui se situe donc à la frontière sur l'Himalaya. Donc ce magnifique éléphant qui est un peu l'emblème du Cachemire et qui est là comme un funambule en train d'essayer de traverser la période, voilà, je trouvais que c'était tout à fait représentatif de la situation dans laquelle on se trouve, même si effectivement le Pakistan semble un petit peu apaiser les choses avec la libération du pilote. C'est quand même la photo du moment. On va parler à présent de ce sommet qui a eu lieu à Hanoï cette semaine. Mardi et mercredi, Donald Trump et Kim Jong-un se sont vus donc au Vietnam. C'était leur deuxième rencontre entre le président américain et le leader nord-coréen. Ça a été un échec car finalement, il n'y a pas eu d'accord sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, ni même sur la levée des sanctions qui touchent Pyongyang. On ne retiendra qu'une poignée de main entre les deux hommes. On va écouter tout de suite Donald Trump. En fait, ils voulaient que les sanctions soient levées dans leur intégralité. Nous ne pouvions pas le faire. Ils étaient prêts à dénucléariser en grande partie, mais nous ne pouvions pas abandonner les sanctions pour cela. Nous allons continuer à travailler et nous verrons.
Mais nous n'avons pas pu accepter cette exigence. Anne Baghemri, c'était prévisible cet échec de la diplomatie Trump? Eh bien, la diplomatie Trump, c'est une excellente question. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est logique? Cette fois-ci, il y a beaucoup de commentaires sur les préparations pour ce sommet, en fait. Est-ce qu'il y en avait assez? Est-ce que les chefs d'État ont trop parlé et pas laissé leur lieutenant de préparer le terrain? Est-ce que ça a été assez préparé par les diplomates en amont? Normalement, oui. Normalement. Mais avec Donald Trump, depuis son élection, il est clair sur la question que c'est lui qui décide et personne d'autre, donc pas la peine de négocier avec qui que ce soit, c'est lui qui décide. Donc peut-être les préparations étaient vouées à l'échec. Ceci dit, s'il est vrai ce qu'il dit, que les États-Unis ont proposé quelque chose que la Corée du Nord n'a pas pu accepter, et au sens inverse, il a raison de dire on ne pouvait pas être d'accord. Au lieu de conclure un accord qui était contre les intérêts des États-Unis et de donner le jeu à la Corée du Nord, il a fait ce qu'un président doit faire, c'est-à-dire de protéger les intérêts de son pays. C'est bizarre de devoir le dire parce qu'en tant que diplomatie, très franchement, il n'a pas de leçon à faire à n'importe qui. Mais cette fois-ci, peut-être, il a tiré son épingle du jeu. Et quand il a dit, et on va continuer à parler, c'est exactement ce qu'il faut faire avec une négociation de cette sorte. La Corée du Nord ne va pas jeter ses armes nucléaires du jour au lendemain. C'est impossible. Il faut aller à petits pas. Et c'est ce qu'il a indiqué, Donald Trump, que les États-Unis vont faire maintenant. C'était peut-être une bonne leçon pour les deux côtés, que c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, il n'y a toujours pas de troisième sommet en vue. Est-ce que cette perspective de dénucléarisation, elle s'éloigne finalement? Écoutez, mieux vaut effectivement pas d'accord qu'un mauvais accord. Sur le fond, moi, je suis assez stupéfaite de cette apparente, en tout cas, je ne sais pas si elle est apparente ou si elle est réelle, naïveté de Donald Trump sur ce sujet nucléaire nord-coréen. Enfin, qu'est-ce qu'il a sous les yeux, Kim Jong-un? D'abord, il est assis, il est dans un pays qui de facto est une puissance nucléaire aujourd'hui, et cette puissance nucléaire garantit, selon lui en tout cas, la survie de son pays et de son régime, et même sa survie personnelle. Qu'est-ce qu'il a en face, sous ses yeux? Il a l'exemple libyen, il a l'exemple irakien, il a l'exemple ukrainien, 3 pays qui, après avoir renoncé à l'arme nucléaire, ont été envahis ou bien ont vu leurs responsables, leur président emprisonné ou tué. Qu'est-ce qu'il a d'autre sous les yeux, Kim Jong-un? Il a l'accord nucléaire iranien qui a été déchiré par Donald Trump. Donc la question est la suivante dans sa tête. Comment peut-on faire encore confiance aux promesses américaines ? Puisque un accord qui était un accord de compromis, qui a été négocié pendant des années et des années et des années, peut disparaître comme ça en 10 secondes. Oui. Donc, il est quand même totalement improbable que Kim Jong-un se débarrasse de son arme nucléaire. Tout ça autour est dû quand même un gros spectacle et d'une partie de poker menteur. Selon moi. Et il ne sait pas s'il aura affaire au même interlocuteur après les élections américaines. C'est probablement un dossier qui va durer au-delà de 2020, avec ou sans Trump, etc. Probablement jusqu'à ce que les États-Unis reconnaissent que la Corée du Nord est un statut aujourd'hui, est un État doté de l'arme nucléaire. Et puis l'idée de la dénucléarisation, c'est aussi complexe parce que les Coréens du Nord disent si nous on dénucléarise, ça veut dire qu'il n'y a aucune force nucléaire en Corée du Sud, il n'y a pas d'installation américaine. Ils sont pas d'accord. Donc sur les on termes. est sur une grande négociation. Il y a un problème de définition de la dénucléarisation. Là où le Trumpisme a joué, c'est qu'il y avait cette espèce de hubris, peut-être je vais y arriver tout seul, et je suis capable d'y aller et de me retirer de la table du jeu de cartes si je sens que la partie tourne mal. Mais bon, quand même, c'était pas une très bonne semaine, là, parce qu'entre ça, Michael Cohen qui était lâché au Sénat, etc., donc il y a quand même une limite
au Trumpisme, et c'est là quand vous parliez, vous, de la machine diplomatique américaine, des alliances, de ne pas lâcher les Coréens du Sud en pleine race campagne en leur disant je me débrouille et puis après débrouillez-vous. Le Pompeo qui part aux Philippines après, alors qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il va faire aux Philippines, il devrait être à Séoul pour essayer d'expliquer, débriefer. C'est là qu'on voit quand même que la puissance américaine, elle a besoin de sa machine fonctionnelle. Elle a besoin d'un département d'État fonctionnel, d'un département de la défense fonctionnel, de gens qui réfléchissent. Après, ils ont une politique de puissance, etc. Très bien. Mais au moins une part de rationalité qui est absente. Le plus rationnel des deux, d'ailleurs, étant probablement Kim Jong-un, qui, lui, défend pied à pied ses intérêts, son régime, etc. Et comme vous le disiez, ceux qui ont abandonné les armes ont été vite balayés. Anne Bagamri, un petit mot. J'allais juste dire que peut-être quand je soutiens ce qu'a fait Donald Trump, c'est dans une très étroite marge de manœuvre. C'est-à-dire, il a bien fait pour les États-Unis de dire non merci. Est-ce qu'il a appris qu'effectivement, ce qu'il fait ne marche pas et qu'il faut changer de registre, faire confiance en ses services d'intelligence? Non, je crois qu'il n'a pas retenu cette leçon. Ouf, mais nous voilà rassurés quand même. Non, j'avais passé un mauvais week-end. Non, Trump est toujours Trump. Seulement, peut-être maintenant, il n'a pas conclu un accord qui ne va pas marcher pour tout le monde. C'est la moindre des choses que l'on puisse dire. On va voir ce que ça a donné en dessin. Il y en a beaucoup cette semaine. Ah oui, le Brexit et puis la romance entre Kim Jong-un et Trump. J'aime autant vous dire que ça fait produire. Avec les coupes de cheveux. Alors voilà, un premier dessin d'un dessinateur américain, Maureen, les grands préparatifs avant le départ. Alors on a l'état-major qui est avec les valises là, prêt à partir, qui lui demande très bien, quelle autre concession allez-vous lui faire? Il est tout fier de sa trouvaille et de sa coupe spéciale dédicace. Donc, c'est dire à quel point il partait préparé. Un autre dessin de Chapat, dessinateur suisse pour The New York Times. Tout commençait très bien, puisque Trump arrivait en terrain conquis, énorme succès. Il avait déjà déplié la banderole avant même que le sommet ne commence. Et puis il y a Kim Jong-un quand même qui lui dit on ne devrait pas plutôt s'asseoir et se parler d'abord, quand même, petite piqûre de rappel. Donc un autre dessin de Victor Ndoula, dessinateur africain, mais l'enjeu majeur donc de cette rencontre, c'était évidemment la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne en échange de la levée des sanctions américaines. Autant vous dire que c'est un long match nul, comme il le dit, normal un peu, quand on joue aussi avec des pieds, y a peu de chances pour que ça aboutisse. Un autre dessin tordant de Chapat pour le temps. Il partait tellement sûr de lui, la réalité a été tout autre. De toute façon, dénucléarisation, c'est trop long pour Twitter. Et puis, encore faudrait-il savoir s'il sait l'écrire. Moi, j'aime bien ce dessin parce qu'on voit que l'autre s'est quand même donné la peine de prendre des notes. et Trump, lui, arrive avec son iPhone. Un autre dessin marrant aussi de Steph, donc dessinateur thaïlandais pour The Nation. Très bien vu. Je traduis. Écoute, mec, je t'aime beaucoup. Le but ultime n'est pas la dénucléarisation, c'est mon prix Nobel de la paix. Parce que quand même, il y a aussi ça qui est dans l'air. Et puis, comme Ziad le rappelait, pendant ce temps-là, aux États-Unis, Michael Cohen, l'ancien avocat de Trump, crachait son venin lors d'une audition l'accusant de raciste, d'escroc, de tricheur. Donc ça fait beaucoup rire l'un, un peu moins l'autre. Il écoute sa radio qui lui dit maintenant revenons-en au témoignage de Michael Cohen. Sale semaine donc, oui, sale semaine. Ce qui est clair, c'est que, comme nous le montre Joe Bertrams, dessinateur néerlandais, à la fin, c'est quand même Kim Jong-un qui a mené la danse. Alors je trouve ce dessin assez tordant aussi. Trump contraint de repartir la queue entre les jambes ou bien sans sa chemise, et c'est l'autre qui est tout fier. Didn't notice, pas remarqué, dit le dessin. Kroll, dessinateur belge pour Le Soir, qui résume. Avant le sommet, Shabadabada, histoire d'amour. De très nombreux dessins. Et puis, encore un petit après dernier. Le sommet, et le dernier, c'est Vado. Évidemment, la vraie raison du sommet Trump-Kim, c'est qu'en fait, tu veux demander l'asile politique en Corée du Nord. C'est peut-être ça, en fait, que Trump est venu chercher, étant donné le nombre de casseroles qui s'accumulent. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.